La parole est à Maurice Boivin. Après les tribuns qui sont passés avant moi, il est très difficile de prendre la parole. Effectivement, derrière mon camarade Locry, on l'a toujours rappelé dans toutes nos top manifs, parce que c'est ceux qui faisaient le mieux la tribune. Maintenant, ce que veut dire, c'est Didier Lopez. Il est très difficile maintenant de ramener une petite anecdote. Parce que là, les trois quarts du temps, on oublie beaucoup de choses. Et j'ai déjà eu des discussions avec des camarades de l'UFR qui me disaient que les premiers qui avaient arrêté le journal, c'était l'expédition, les gars de la distribution. Je suis entièrement d'accord. La seule chose que l'on oublie, parce qu'on n'en parle presque plus, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais je reviens encore à dire, je suis arrivé au Parisien libéré, à ce moment-là, il y avait la une, il n'y avait qu'une page, je vois, et 14 à 18 pages, 20 pages, mais il n'y avait qu'une seule. Et il y avait 5-6 éditions, je me l'appelais les éditions, c'est-à-dire que c'était à ce moment-là les journaux avec beaucoup d'importance, c'était pour, avant la dernière heure, on surfilait sur Madame Steller, et on avait une deuxième édition, une troisième ou quatrième édition, et les camarades allaient jusqu'à 2 heures du matin. C'était pour la dernière édition que l'on vendait dans la rue, par les vendeurs de rue, et que l'on envoie aussi aux provinces. Donc, ça c'est une chose. Quand je suis au Parisien libéré, les éditions étaient, pour ainsi dire, terminées. On a fait le petit format et tout. Mais Amaury a décidé de faire d'autres éditions, c'est-à-dire de faire des journaux spécifiques pour la province. Ça a commencé à Seine-et-Marne, l'Eure, l'Oise. Et si vous voulez, ça, il a voulu importer en province un peu ce qu'il avait. Et à ce moment-là, il y avait la rue d'Anguien et la rue Réaumur. Les camarades de la rue Réaumur étaient sur la nationale, c'était les patrons. De la rue d'Anguien, c'était, comme il disait, les gars, vous êtes à la campagne. Donc, on a bien travaillé pendant des années comme ça. Et un jour, la direction nous fait venir et nous dit, voilà, M. Amaury a décidé de faire une nouvelle édition. Ben, je dis, c'est très bien, on fera une nouvelle édition. Mais à ce moment-là, on va aller voir qu'il nous faudra personne. Il a dit, non, vous le faites avec le même personnel. Ah, avec le même personnel. Ben, je dis, je m'excuse, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, on discute un petit peu. C'était monsieur de Véricourt, c'est la direction de Véricourt, Rayon, de Lelier et Smiler, ça termine comme ça. Amaury mettait toujours un gars derrière pour surveiller l'autre. Ça a terminé avec Smiler, qui était le plus mauvais de tous. Bon, donc, si vous voulez, il nous dit une nouvelle édition. Alors, je lui dis, bon, je redescends à l'atelier, le copain il veut une nouvelle édition. Il dit, ce n'est pas possible, c'est pas possible, avec le même personnel. Alors, on discute, et on dit, ben non, on ne la fera pas. Alors, Amaury dit, si on ne la fera pas, attendez, si vous ne voulez pas la faire, vous n'avez pas le droit de la refuser. Et on a eu une réunion, rue d'Anguien, avec Laurency, Loiseau, Anne Caroto et moi. Et on discute directement sur cette nouvelle édition. Et il demandait à Rotatif de faire la couleur gratuitement. Et moi, il me demandait de faire une édition gratuitement. Une édition, c'est quand même 4 pages. C'est-à-dire que c'est reconnaître de la direction que du jour au lendemain, avec le même personnel, vous pouvez faire une production supérieure à celle que l'on faisait. Dans le fond, Amaury n'avait pas tort. Je ne veux pas savoir de plusieurs raisons. Mais quand on parle du nombre de personnel qu'il avait besoin pour faire le même journal que l'on faisait, on s'aperçoit qu'en province, n'est pas qu'il travaillait mieux, qu'il travaillait plus. Seulement, il n'avait pas la même conception du travail. Nous, déjà aussi, sur le plan de la région parisienne, dès qu'un gars ne foutait rien, les 3 quarts du temps, il pensait aussi un petit peu que ça ferait l'embauche d'un chômeur. On se battait pour pas de laisser de copains un petit peu sur le sable, de sorte que l'on travaillait. Donc,
je redescends, puis on fait une réunion à rue d'Anguin. Il y avait l'oiseau pour les typos, leur aussi pour les oiseaux, et plus un déligoto, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est quand c'était juif, c'était à l'époque où moi et moi, et je dis, ben, nous, c'est pas possible, nous, les rotativistes, disent, écoutez, si vraiment ça peut arranger, nous, effectivement, la couleur, on peut voir à la balayer. Ben, je dis, ben, moi, personnellement, je ne connais rien du tout, on ne fera pas l'édition. Et je redescends, à Maurice, si c'est ça, je redescends, et à Maurice, il dit, bon, parce que vous ne voulez pas faire l'édition, ben, du jour au lendemain, je supprime toutes les éditions, et je paye le personnel uniquement sur la parisienne, avec le petit format. Et les autres camarades de l'édition, eh ben, il n'y aura pas d'édition. Je relis les copains, je dis bon, dans ces conditions, on ne peut rien faire, on va continuer à travailler terre de rien, et on a travaillé 2 ou 3 mois, gratuitement, puisqu'on a, j'ai dit aux camarades, on a refusé la paye qui nous octroyait pour ce que lui estimait que l'on devait faire. Donc, vous voyez, c'est la suite de ça. Au bout de 2 ou 3 mois, on a dit, si c'est comme ça, on se fait grève, on a arrêté aussi de travailler. C'est pour ça que les NPP ont démarré avant nous, mais moi, bien avant, il y a longtemps que j'ai décidé d'arrêter de travailler. Voilà. Vous voulez dire un mot, non? Oui. Je ne voulais pas dire un mot, mais après, je ne vais pas donner l'impression de refuser de dire un mot. Non, ce que je dirais, sans anticiper sur ce qui pourrait être le sujet d'une suite, c'est que je pense que la remise en contexte politique économique du conflit et les préalables au déclenchement du conflit, tels que Roger les a rappelés, qui sont moins connus que ce qui s'est produit par la suite, c'est-à-dire sur la fin de 74, début 75, sont très intéressants, éclairent bien la naissance des rapports de force dans cette affaire, la puissance à l'époque d'Amaury qui pouvait penser être en situation de pouvoir affronter le syndicat qui était a priori le plus dangereux sur la place, c'est-à-dire celui qui détenait un contrôle de l'embauche, une syndicalisation à 99,99%, une solidarité exceptionnelle, et puis un savoir-faire dans des métiers où la main-d'œuvre n'était pas interchangeable. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est dans la construction de ce rapport de force, le fait que il n'y a pas eu simplement un combat syndical, il y a eu aussi un combat vers l'opinion publique qui, à son point de départ, n'était pas favorable au syndicat du livre, où les ouvriers étaient supposés, c'était pas totalement faux, bénéficier de salaires qui étaient très au-dessus de la norme professionnelle et du labeur, et qui jouissaient de ce privilège de pouvoir placer la main-d'œuvre dans les imprimeries, ce qui paraissait insupportable à une grande partie du patronat et à d'autres organisations syndicales, notamment telles que FO. Mais je dirais ce désavantage de départ a progressivement évolué parce que Amaury est apparu assez vite comme un hors-la-loi. Et son affirmation, qu'il a essayé de faire juger comme telle, selon laquelle le système d'embauche contrevenait à la loi Moisan, qui interdit la prise en compte de l'appartenance syndicale dans l'embauche, la loi dont tu as rappelé, qui est effectivement de 1956, c'est un article essentiel du Code du travail. La violation de cette loi Moisan
pour Amaury, soutenu par quelques juristes de haut niveau comme Paul-Henri Tetgel, consistait à dire je ne contrôle pas, le patron ne contrôle pas l'embauche, il n'est donc pas l'employeur. Et Amaury a essayé de faire juger pendant toute la durée du conflit qu'il n'était pas le patron, et que le patron c'était les ouvriers du livre. Et au départ, il a d'ailleurs tenté de faire porter les salaires de l'effectif qu'il jugeait nécessaire, très largement inférieur à l'effectif qui était employé au syndicat du livre, et à faire valider ces offres par le tribunal comme étant considérées comme satisfactoires en disant au syndicat « Faites votre affaire de la répartition du salaire que moi j'estime utile à la production de mes journaux. » Ensuite, Amaury a voulu se séparer de son effectif au fur et à mesure qu'il mettait en place des systèmes parallèles d'impression, et notamment l'imprimerie de Saint-Ouen, avec la collaboration active de Force ouvrière. Et il a, pour ce qui concerne le personnel, je dirais, normal, considéré que les salariés n'étaient plus ses salariés, et pour les salariés protégés, il a demandé l'autorisation de les licencier en faisant complètement abstraction du fait que c'était la même activité qui se poursuivait à quelques kilomètres de la rue des Petites Écuries. Et il s'est heurté à ce moment-là à l'inspection du travail qui a refusé d'autoriser les licenciements. Et Marco, au ministre, Chirac a ordonné personnellement qu'on autorise les licenciements de salariés protégés. Et ça n'a jamais eu lieu parce qu'il y a eu des procédures par le tribunal administratif qui ont été conduites à cette époque par le cabinet Lyon-Camp. Et tout cela s'est conjugué avec, aux côtés d'actions spectaculaires qui étaient très bien choisies, qui ont fait sourire l'opinion publique en faveur des ouvriers du livre, il y a eu à côté de ça cette solidarité inébranlable, mais aussi un combat juridique dans tous les domaines du droit. Bon, l'affaire du Parisien, c'est un souvenir évidemment auquel je reviens avec beaucoup d'émotion. J'ai passé pratiquement 3 années de ma vie avec mon père à y travailler tous les jours. Il y avait des centaines d'affaires. Le contentieux prud'homal a été considérable, il fallait faire payer les salaires de force et on a gagné au départ. Ensuite, il y a eu des résistances sur l'exécution. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'affaires pénales pour lesquelles Marie Jassec et la CGT avaient constitué des collectifs de défense avec des avocats prestigieux qui avaient prêté leur concours gratuitement. Bredin, Badinter, Stefanacci, Roland Dumas venaient plaider dans toutes ces affaires pénales gratuitement. Le jeu consistant à demander plusieurs jours d'audience compte tenu de la durée de ce qu'on avait à dire, et ce qui encombrait considérablement les tribunaux, les obligeait à reporter à des dates extrêmement lointaines les audiences. Au bout du compte, à ne pratiquement jamais juger personne. Il n'y a quasiment pas eu d'accident judiciaire, c'est-à-dire que malgré le côté foncièrement illégal d'un certain nombre de choses, personne ne s'est retrouvé en prison, ou à peu près personne, ou quelques heures en garde à vue. Et à côté de ces contentieux, il y a des contentieux civils encore, etc. Bon, il n'y a pas eu un domaine du droit où on n'a pas eu l'occasion d'exercer ses compétences au niveau le plus élevé possible. On n'a pas remporté de victoire, mais Amaury n'a pas non plus remporté de victoire. Et le fait qu'il échoue finalement à faire triompher sa thèse selon laquelle il n'était pas le patron des ouvriers du livre et que le monopole d'embauche était illégal, est une thèse qui n'a jamais triomphé. Et elle n'a jamais triomphé non plus parce que les autres patrons de la presse parisienne avaient depuis longtemps compris, et comprennent encore aujourd'hui, pour certains d'entre eux, que ce système d'embauche, c'est ce qui permettait d'ajuster le niveau de la main-d'œuvre aux besoins du tirage des journaux. Et que seul ce système de mise à disposition par le syndicat d'une main-d'œuvre complémentaire, au jour le jour, pouvait assurer des variations du tirage en fonction de l'actualité. Donc c'est un système qui était extraordinairement efficace sur le plan de la gestion des entreprises, ce qui explique que les patrons, commerçants par exemple,
n'ont pas cherché à remettre en cause ce monopole syndical. Et finalement, Amaury s'est retrouvé isolé moralement, assez largement politiquement aussi, au fil des mois qui se sont écoulés, jusqu'au moment où il a eu ce fameux accident de cheval qui a fait rire toute la France avec le titre du journal Libération, accident de cheval à Rambouillet, le cheval est indemne, titrait Libération, et en tout petit, mais son propriétaire, Émilien Amaury, est mort. Bon. Et à partir de là, se sont engagées des négociations. D'abord, le gouvernement a déclenché une médiation. Un type qui s'appelait Motin, qui était un brave homme, a déposé un rapport pour essayer de favoriser une solution négociée. Et puis après 6 mois de négociations secrètes, très secrètes au départ, à partir de janvier 1977, secret qui s'est peu à peu élargi de nouveau, et au début il n'y avait que Piot et Loiseau, ça s'est élargi ensuite à des secrétaires complémentaires, puis Lancry, etc. Et on est arrivé à une solution au mois de juin, qui a débouché au mois de juillet sur l'accord final, qui a permis quand même non seulement des indemnisations, mais surtout de trouver un emploi encore à plusieurs centaines d'ouvriers du livre, plus ou moins bien reclassés, une partie bien reclassée à Saint-Claude dans les imprimeries, une partie au NMPP, etc. Mais dans mon souvenir, et aujourd'hui il est vaste, puisque c'est 50 ans d'histoire de conflits dans le livre que je peux parcourir de mémoire, c'est quand même le seul grand conflit avec une occupation d'usine qui ne se soit pas terminé en catastrophe humaine. C'est un conflit victorieux, le conflit du Parisien libéré. Et il n'y en a pas énormément dans l'histoire des combats ouvriers. Et le temps nous est compté. Il faut savoir que dans ce conflit, la tactique du comité inter, c'était d'isoler Amaury vis-à-vis de ses confrères. Les erreurs qu'Amaury a faites en prétextant que son journal était un journal régional, il a quitté le syndicat de la presse parisienne pour aller au syndicat des quotidiens régionaux. De ce fait, il s'isolait de tous les confrères de la presse parisienne. Ce qui veut dire que les confrères de la presse parisienne, on les a ménagés dans la tactique pour consacrer nos forces sur Amaury, essentiellement. Deuxièmement, dans ce conflit, il faut savoir que Amaury a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait des erreurs énormes en pensant que s'il y avait un interlocuteur privilégié avec qui il pouvait autoriser son appareil à négocier, il recommandait que le débat se pose avec la Fédération du Livre, avec Jacques Piot. J'ai appris dans beaucoup de bouquins qu'il avait dit surtout ne jamais négocier avec Lancry, car celui-là il est interdit de séjour. Et à la finale, tout s'est fait à l'envers de ce qu'il a dit, parce que même quand sa fille, Amaury, elle a autorisé Bélanger à entreprendre des conversations, elle avait exigé que je ne participe pas au débat. Et j'avais un strapontin, et du strapontin, je me suis retrouvé en tête-à-tête avec l'intéressé pour arriver à ce résultat. Ce que je voudrais dire par rapport au côté juridique, vous n'avez pas trouvé, pareil, 1700 procès étaient en cours. Ça veut dire que 1700 camarades s'étaient fait accrocher, signer une déposition et en fait un jugement. Et nous avons démontré que c'était de la légitime défense et qu'on avait mis en place un pool d'avocats, comme l'a dit tout à l'heure Michel Henry. Ils étaient une soixantaine pour plaider des dossiers en ce qui concerne nos camarades. Il y a un élément qui est venu nous aider, c'est qu'on a attaqué le ministre
au tribunal administratif. Et au tribunal administratif, on a fait condamner Durafour pour un non-respect des lois, ce qui nous plaçait en position favorable pour blanchir les 1700 procès qui étaient en cours. Car en condamnant le ministre par rapport à un excès de pouvoir et le non-respect des lois, ça mettait nos camarades dans une situation de légitime défense, obligés de faire des interventions qui pouvaient être contraires à la loi, mais qui étaient indispensables par rapport à une agression. Donc, je continue mon propos. Au mois de juin 1976, Hachette et Hersant quittent le syndicat de la presse parce qu'ils en avaient marre d'avoir de temps en temps des mouvements sporadiques dans leurs journaux. On leur a fait comprendre qu'il fallait qu'ils reviennent dans le bercail avec quelques interventions particulières que je vous passe. Ce qui explique qu'au mois de juillet 1976, le comité inter avec la presse parisienne, on s'est mis en conclave, c'est à la mode aujourd'hui, pendant 2 jours au syndicat de la presse parisienne pour sortir l'accord cadre de juillet 1976 qui démontrait à l'opinion publique, au pouvoir public, aux patrons que nous étions des syndicalistes civilisés. On voulait bien négocier la modernisation d'une manière moderne, civilisée, sans chômage, avec des solutions pour tous. Et l'état nominatif des 6600 salariés était inscrit, y compris le Parisien. Et tout le monde pouvait trouver une solution. Solution d'emploi, des frais de retraite, des plans sociaux, des mutations, tout y était dedans, de la formation professionnelle. On avait sorti un accord béton pour démontrer, y compris à l'opinion publique, que nous étions un syndicat ouvert. Nous n'étions pas un syndicat fermé sur nous pour protéger nos privilèges, c'est pas vrai. On l'a démontré, on en avait marre de travailler dans des sous-sols. Et toutes les usines qui se sont montées après, elles sont toutes faites à l'extérieur, en banlieue. Donc on avait raison. Mais il est vrai que les effectifs ont fondu. Et comme ils ont fondu, il fallait trouver des solutions sociales pour tous. Et on a trouvé des solutions avec des plans de départ anticipés à la retraite. On a trouvé des indemnités particulières qui étaient attribuées. On a trouvé toutes ces solutions. Donc on était en position de force. Ensuite, si vous voulez, il y a eu des attentats. 2 attentats à la bombe. Un attentat qui a eu lieu contre un journaliste qui a trouvé la mort, Cabane, une confusion de noms, car le Cabane, il y avait un Cabane aux Parisiens. C'est le Cabane de l'AFP qui a été attaqué, qui est mort. Et Bergeron a été lui aussi l'objet d'un attentat. Un coup de chance, il a été épargné. Car il faut que vous sachiez, on peut avoir dans la vie des explications avec des individus. Mais on n'est pas un syndicat de malfrats et de criminels. On agissait d'une manière pacifique. On n'a jamais eu recours à des situations qui mettent en cause la vie des gens. Donc on était dans des positions de force. Cet attentat a eu lieu. Un deuxième attentat, quand les ouvriers du livre qui occupaient l'imprimerie en piquet de grève, au mois de décembre, suivez-moi bien, en 1976, il y avait les assises du RPR qui avaient lieu à la porte de Versailles, qui devait être un retentissement contre la politique de Giscard d'Estaing et toute sa bande qui était au pouvoir. Et ils devaient annoncer au public toute une réforme de leur parti pour reprendre le pouvoir. Ce jour-là, le gouvernement en question a mis en application un jugement d'expulsion
expulsion qui n'avait jamais été appliquée. Car quand on a commencé à occuper les usines, on a fait l'objet d'un avis d'expulsion. Et le préfet ne l'a jamais appliqué. Mais le jour où il y a eu ces assises, ils ont appliqué le jugement, ce qui a provoqué une émotion sur le plan national de faire virer les ouvriers et de ce fait 100 000 manifestations, 100 000 manifestants dans Paris et 250 000 en province pour contester ce qui venait de nous arriver. Mais l'important de ça, c'est que le conflit social était devenu un conflit politique, car le politique s'est emparé de la situation d'occupation des camarades du Libre pour les faire expulser, et de ce fait, les assises sont passées à la trappe. Ça a été un flop le plus complet, car tous les médias ont parlé de l'expulsion, mais à aucun moment de ce qui s'était passé à la porte de Versailles. Ensuite, si vous voulez, la mort d'Amaury. Le commissaire Vaillant me téléphone pour m'annoncer, j'étais dans ma maison de campagne en train de me reposer, il me dit, monsieur, c'était le commissaire principal de l'RG, monsieur, je vous annonce la mort de monsieur Amaury. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit, mais c'est pour nous une frustration. Nous, on déplore cette mort. On nous enlève la personne avec qui on voulait atterrir. Le journal était en train de crever d'1 million d'exemplaires, il était arrivé à 300 000. Le général Laure, sans arrêt, disait à son patron, parce que Laure était le patron de l'équipe, vous êtes en train de puiser mes caisses, on est en train de s'affaiblir, on va tous crever. Et de ce fait, donc, il y a eu cette situation qu'il a fallu gérer. Après, alors je dis à ce commissaire, si vous permettez, l'histoire ne dira jamais comment ce conflit s'est terminé avec ce monsieur, Jupiter, alias Amand. C'est comme ça qu'il l'appelait ses généraux autour. J'ai dit, par contre, vous constatez que je suis à la campagne et que je n'ai pas été le cheval. Il lui arrive un tel accident. Alors je vous dis tout de suite, on a été expulsés manu militari avec l'armée, avec des bulldozers, comme des voyous, et de ce fait, on a été hébergés à la maison des métallos, rue Jean-Pierre Timbaud. Comme par hasard, une deuxième bombe, un attentat à la bombe, là où on était. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu 2 attentats à la bombe, avec des morts, et à aucun moment on a eu les résultats ou les enquêtes qui ont pu être faites sur ces attentats. À Cannes, le plus plat. Je voudrais expliquer encore 2 autres morts à la Bourse du Travail, à la Bourse des Finances. À la Bourse, il y a eu 2 morts. On a fait une manifestation. Une manifestation parce qu'il y avait la Bourse en direct à la télévision. Et on a dit, tiens, c'est l'occasion de profiter de la Bourse des affaires à la Bourse de Paris. On va intervenir. Manque de peau, 2 personnes décèdent. Un commissaire qui avait un cœur qui était fragile et un boursiculteur un petit peu âgé qui avait aussi le cœur fragile. 2 morts. Le lendemain, tous les journaux nous traitaient d'assassins. Les livres responsables de la mort de 2 personnes au cours de... Il a fallu s'en expliquer, car même à la CGT, il a fallu aller s'expliquer parce qu'il y avait quand même un problème. C'est que notre fédération du livre, qui, elle, nous avait traités de cow-boys, parce qu'il y avait eu 2 morts, on a expliqué qu'on n'était pour rien. On a même offert une panoplie de euros à chaque pion pour lui dire, tiens, puisque tu nous traites de euros, tiens, vas-y, tu vas mettre ta panoplie et tu vas plus nous faire chier. Donc, nos rapports étaient très tendus avec la Fédération des lycées. D'autant plus que quand vous apprenez que Amaury choisissait ses interlocuteurs, en particulier la Fédération du Livre,
vous allez comprendre que ça ne pouvait pas nous faire plaisir. Mais c'est pas un problème, ça se gère. On n'a pas le pouvoir, mais on occupe les fonctions. Pas de problème. Alors on a fait l'accord 4. Alors l'accord de sortie. Comment ça s'est fait? Mes camarades me disent, tu appelles. J'appelle le général Laure, et alors, très militaire. Mon général, j'ai dit, il faut qu'on atterrisse. C'est pas possible de continuer comme ça. Il est mort. Maintenant, il faut atterrir. Il dit, je suis d'accord. Mais il dit, je suis mandaté pour vous venir vous écouter, mais j'ai aucun pouvoir. Je rapporte tout ça à Bélanger. Il a ramené tout ça à Bélanger et à Bélanger, en réunion. C'était des réunions informelles au PLM Saint-Jacques, où les quatre ailes étaient là, et avec notre camarade dans la coulisse, qui était Lourdes, et on discutait avec Bélanger comment on atterrissait. On a mis au point un accord, et on l'a présenté au gouvernement, puisqu'il fallait l'aval du gouvernement pour payer tout ce qu'il y avait à payer, les conséquences de son comportement. Donc on l'a présenté. Et Belin et Cabouz, qui était son préfet, ont dit cet accord, on n'en veut pas. Il y a un accord en dessous. Il est vrai qu'on avait mis quelques lettres complémentaires qui expliquaient ce qui n'était pas dans le texte. Entre nous. Et l'autre, il avait flairé qu'il y avait un accord et puis un accord à côté. Mais comme ils ont été jusqu'au bout, ils ont dit on remet les compteurs à zéro. Et c'est là que je vous dis, on s'est mis dans un conclave avec le comité inter. On était assisté de Maurice Cohen pour le côté juridique, avec Marie Jassec. Henri Krasuki suivait nos travaux. Il y avait Potavin, qui était son secrétaire, qui le tenait au courant de toutes nos négociations. C'est-à-dire, on a négocié l'atterrissage avec le plein accord de la CGT sur l'ensemble des problèmes qui étaient posés. On a trouvé une solution pour l'ensemble des salariés, comme l'a dit tout à l'heure Michel Henry, et avec des solutions très fragmentées, des reprises dans l'entreprise, des reprises au NPP, des postes pour la formation professionnelle. Il n'y a pas eu un chômeur. C'était une victoire. Une victoire, mais il est vrai que le titre était en train de crever. Car j'avais dit à mes camarades, on a deux façons de gagner le conflit. Ou Amaury vient à la table de discussion, ou son titre il va crever. Parce que le titre, c'était une victoire amère si le titre il meurt. Mais c'était quand même un exemple pour les autres journaux de leur dire attention, parce que vous risquez d'arriver si vous voulez faire des imitations. Donc on était parti dans un conflit à mort. Ils voulaient notre mort, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on s'efforce. On a gagné et on a aujourd'hui le droit d'exister avec nos camarades compris en relève qui travaillent dans des conditions extrêmement pénibles. Je tiens à le dire. L'intelligence artificielle, l'intelligence, disons, moderne, a modifié tous les repères. Actuellement, on parle qu'il faut diminuer le temps de travail, mais c'est une erreur. L'intelligence artificielle, elle va générer des millions d'emplois qui vont supprimer. Qu'est-ce qu'on fait de la main-d'œuvre? Qu'est-ce qu'on fait? Le capital, il va gagner un peu plus d'euros, mais il n'aura pas. S'il ne donne pas les moyens aux gens d'acheter les produits qu'on va fournir, il y aura une crise. Donc, la modernisation, elle nous a laminés, nous, dans le livre. Il y a des pans entiers qui ont disparu. Mais on ne peut pas aller contre. Sauf que nos camarades se sont battus avec des petits restes pour faire un grand plus et essayer de se maintenir. Et je dis bien que demain, il faudra réécrire le Code du travail. Car le Code du travail n'a pas intégré les conséquences de la modernisation qui se met en place, qui risque d'être sauvage et très criminelle par rapport à des emplois. Des millions d'emplois vont disparaître. Comment on fait? Les jeunes qui sont là, on dit au mieux, vous allez travailler plus vieux. Vous allez à 64 ans, 65. Mais c'est pas possible. C'est tout le contraire qu'il faut faire. Et il va falloir trouver, et c'est là ma conclusion, un moyen de faire payer
tous les robots qui vont se mettre en place. Si on ne trouve pas une solution pour faire payer tous les robots qui vont se mettre en place et qui vont faire du super bénéfice pour les investisseurs, si on n'arrive pas à les faire payer, on aura une crise très grave d'emploi et une crise qui risque d'être violente. Merci. On doit libérer à 20 h, c'est ce qu'on va faire. On n'a pas tout dit, mais on en a dit beaucoup. Je tiens à m'excuser auprès de ceux et de celles qui souhaitaient intervenir et qui n'ont pas pu le faire. Pour avoir la suite, je vous propose d'adhérer à l'Institut d'Histoire du livre CGT, du livre parisien, dont vous avez des exemplaires gratuits des derniers numéros que je vous invite à vous procurer. Pour les bulletins d'adhésion, vous voyez avec Daniel Morel qui est assise au premier rang. Et avant de nous quitter, je veux remercier Michel Pichenet, malheureusement qui n'a pas pu intervenir plus longtemps pour poser des questions pertinentes. Mais c'est comme ça. Je remercie Roger Lancry, vous avez vu qu'il est en pleine forme, malgré par le poids des années, pas de prise sur lui. Il n'entend pas, mais c'est pas grave. Et donc, affaire à suivre, prochaine séance à l'automne, dans les locaux de l'Union départementale de la CGT à Paris. Et surtout, tous ensemble, on va se lever et souhaiter envoyer un salut fraternel et très chaleureux à Maurice Lourdes.